passerei subito la parola a Denis Bertrand, che non ha bisogno di presentazioni, semplicemente mi limiterò a ricordare che Denis Bertrand insegna a Parigi 8, letteratura francese, e si è occupato a lungo di semiotica letteraria, del discorso politico, della figuratività. Ricordiamo tutti il grande convegno su Gray Mass, sul centenario della nascita di Gray Mass nel 2017, che ha organizzato insieme ovviamente agli altri colleghi della FS, ma mi piace anche ricordare tra i lavori organizzati un convegno del 2007-2008 tra Parigi e Siena sul semisimbolico e la comunicazione sensibile organizzato con Omar Calabrese, dove era presente ovviamente anche Paolo Fabbri, tra tanti altri amici. Allora darei subito la parola a Denis Bertrand. Il titolo della relazione è Les abords de Notre-Dame, l'île du jugement. Prego, Denis. Grazie Pierluigi. Vous voyez tout le monde? Si. Si, c'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation, Pierluigi, et merci de m'avoir invité à participer à ce premier grand congrès de la FEDROS. Nous l'avons évoqué il y a 2 jours au Centre italien de la culture à Paris, lors de la cérémonie d'hommage à Paolo Fabbri, et j'ai pu rappeler que Paolo avait été l'inspirateur de la création de la FEDROS, et que se tenait ce même jour, avant-hier, le premier congrès, l'ouverture du premier congrès à Rome, et c'était une marque. Alors je vais commencer par quelques remarques pour cadrer cet exposé en tenant dans les 20 minutes autant que possible. Comment le sens du lieu change-t-il? Entre autres, par un incendie. Puissant agent de la transformation, entraînant à sa suite, par l'effet de sa brutalité, une chaîne de changements relatifs au lieu, changement d'état de choses et changement d'état d'âme. Programme d'action, modulation passionnelle, variation thématique, intensité symbolique. La transformation se diffuse partout. Tout en est affecté. Car à la question « Comment change le sens d'un lieu ?», on peut aussi répondre de manière moins référentielle par la perception que nous en avons et par les supports qui médiatisent cette perception, et plus encore par les prescriptions perceptives que ce lieu, sa perception et ses supports, dans sa mouvance, intentionnelle ou non intentionnelle, peut induire. Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019 dans la soirée, a brûlé. Émotion mondialisée. Jésus-Christ a dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Emmanuel Macron a dit « Nous reconstruirons Notre-Dame en 5 ans ». Bon, il n'est pas Dieu qui veut, mais quand même. L'État français est propriétaire de la cathédrale. La ville de Paris est propriétaire de ses abords, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la cathédrale. On va voir ça tout de suite. Un général, ancien chef d'état-major des armées, responsable devant le chef de l'État, dirige l'établissement public en charge de la restauration du monument. C'est lui qui donne le tempo. La ville de Paris, elle, en charge du réaménagement des abords de la cathédrale, c'est-à-dire tout ce qui entoure dans l'espace urbain cette cathédrale pour l'accueil des visiteurs, va lancer un appel d'offres au début de l'année prochaine, au début de 2021, auprès des architectes, des urbanistes, des paysagistes, Urbi et Orbi, pour le concours de réaménagement du site. Dans cette perspective, une équipe de programmistes prépare le dossier auprès du service concerné de la direction de la ville de Paris. Et dans ce dossier, il y aura, entre autres documents, 3 études des abords de Notre-Dame pour informer et éclairer les orientations de création des équipes candidates. Une étude historique qui est déjà réalisée, une étude urbanistique qui est également déjà réalisée, et une étude sémiotique. Comme j'ai en charge l'étude sémiotique, c'est de ce travail que je voudrais rendre compte ici, enfin plutôt d'une partie de ce travail, et plutôt
de l'ossature conceptuelle sous-jacente, car évidemment, dans ce milieu et dans ce contexte, on ne fait pas d'exposé proprement théorique. Alors pour commencer, si vous voulez bien, quelques images. Faire changer le sens du lieu. Je vous lis cet petit paragraphe de Victor Hugo, extrait de son roman Notre-Dame de Paris, et particulièrement du chapitre intitulé Paris à vol d'oiseau. Si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du XVe siècle. Reconstruisez-le dans votre pensée. Regardez le jour à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers. Détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Ravivez d'ombre les 1000 angles aigus des flèches et des pignons et faites-la saillir, plus dentelée qu'une mâchoire de requin, sur le ciel de cuivre du couchant. Victor Hugo écrit cela en 1830 et il termine par « et puis comparer ». Il écrit cela en 1830, un demi-siècle à peu près avant les transformations d'Haussmann, qui vont complètement reconfigurer, mais on peut dire aussi défigurer, l'île de la Cité parmi les autres grands chantiers de l'urbanisme parisien lancés par Napoléon III. On pourrait faire aujourd'hui l'exercice que recommande Hugo, en tout cas, faisant varier les perspectives historiques et formelles du site, et c'est ce que l'étude sémiotique va chercher à faire. Alors voilà une photographie de la vue de l'île de la Cité, vue depuis les tours de Notre-Dame vers l'ouest en 1855. Vous voyez très bien vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'aval de la Seine. On voit très bien l'île de la Sainte-Chapelle, le palais de justice, l'ancienne conciergerie et la foison de ces toitures dentelées dont parle Victor Hugo. Et voici maintenant l'île de la Cité par un plan avant et après la transformation haussmannienne. Vous voyez à gauche la petite carte ancienne de la ville de l'île de la Cité avec Notre-Dame et son parvis qui est représenté sur une maquette que j'ai photographiée ici. Vous voyez le tout petit parvis. Au fond, donc l'île de la Cité vue des tours de Notre-Dame vers l'ouest en 1855, que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà les deux cartes, au fond, de l'île de la Cité, avant et après la transformation haussmannienne. Avant, on a un réseau très serré de minuscules ruelles, avec deux rues longitudinales qui serpentent au milieu et sur les bords du fleuve, et qui l'accompagnent depuis l'amont vers l'aval. Il y avait à l'époque, avant la Révolution, 16 églises sur l'île de la Cité, qui donne lieu à quelques pages de Victor Hugo tout à fait exceptionnelles sur le concert des cloches les jours de grandes fêtes. Et il y avait surtout devant la cathédrale, qui est ici, un parvis tout petit, qui est reproduit, si vous le voyez, sur cette maquette que je vous mets en illustration. On peut dire que cet avant de l'île de la Cité existe toujours dans le quartier de la Huchette, ici au sud de la Seine, avec pour qu'il donne une bonne idée de ce que pouvait être l'île de la Cité avant les 25 000 évacuations décidées par Haussmann pour mettre en place l'après, c'est-à-dire la construction de la préfecture de police, du tribunal de commerce et de l'Hôtel-Dieu que vous voyez sur le plan en bas, avec le grand parvis que j'ai dessiné ici par un rectangle à traits jaunes devant Notre-Dame, et surtout les trois grandes avenues traversières perpendiculaires au flux de la Seine qui font que la perception de l'île aujourd'hui n'est plus liée au déroulé du fleuve, mais est liée aux circulations nord-sud des deux rives, droite et gauche, de Paris. Le périmètre de la consultation pour laquelle ont été menées les trois études est dessiné sur ce vue Google en pointillé rouge. Vous voyez le parvis, la cathédrale, le jardin, le square Jean 23 à l'est, la pointe avec le mémorial de la déportation, la promenade au sud, disons avec Arboré, et les ponts, 4 ponts qui permettent d'accéder à l'île de la Cité.
Voici maintenant le plan de l'étude qui a été présenté, que j'ai présenté déjà une fois à la mairie de Paris il y a quelques jours, c'est tout à fait récent, et je le présente comme ceci, vous voyez, à travers trois perspectives: perspective sensible, façon de percevoir; perspective narrative, façon de raconter; perspective cognitive, façon de faire connaître. Et dans chaque partie, il y a un certain nombre de points. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'est pas possible de développer l'ensemble de cette étude, mais ce que je voudrais, c'est mettre l'accent sur deux points que j'ai appelé focus pour l'exposé, en insistant sur l'importance du concept d'aspectualisation spatio-temporelle, et on va voir à quel point le motif du parvis est un objet fortement aspectualisé. Et un deuxième point que j'ai appelé la narrativisation du site, centré autour du motif du jugement et son expression architecturale, en quelque sorte. Alors voilà, je passe ici très vite. Je dirais simplement par rapport à ce point, Notre-Dame en perspective, je travaille le plus sérieusement possible actuellement sur la relation entre les trois concepts sémiotiques de perspective, de point de vue et de focalisation. Et je me suis laissé persuader que le concept directeur de cette triade était le concept de perspective, que la perspective est la condition première et générale de toute formation du sens. On ne voit que selon une perspective qui se spécialise du côté du sujet dans ce qu'on appelle un point de vue et qui se spécialise du côté de l'objet en ce qu'on appelle la focalisation. Et je crois que c'est très rapidement esquissé ici, ça peut donner lieu à une discussion évidemment d'ordre théorique, mais ça me paraît en tout cas très, très opératoire, et on va le voir tout de suite à propos de l'analyse du parvis, des variations culturelles de la perspective justement concernant le parvis. En tout cas, l'étude repose sur trois grandes perspectives par où se prend forme et se transforme la perception du site, des abords de Notre-Dame, une perspective sensible, qui associe bien sûr les dimensions sensorielles et passionnelles, une perspective narrative qui associe la grande histoire et les petites histoires, le problème des acteurs et le problème de la temporalité, et une perspective cognitive, donc, entre autres liée à ce que j'ai appelé l'excitation rhétorique concernant Notre-Dame, c'est-à-dire tout le tissu de figures, métaphores, prosopopées, comparaisons diverses par lesquelles justement ce lieu devient un haut lieu et est mis en scène dans le discours. Voilà, premier focus, perspective sensible, ce que j'ai appelé les modulations aspectuelles. Alors on va passer rapidement 4 points, mais très vite. Façon de percevoir, l'identité aspectuelle du parvis, la symbolique des matières et la visée du jardin d'Éden entre l'incoatif et le terminatif. Enfin, autour des mystères et des passions, le mythe de la longue durée. Un mot sur cette extraordinaire position dans l'espace de la Notre-Dame au cœur de l'île de la Cité, au cœur de Paris, où l'on voit que tous les parcours sont convergents de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, à travers les ponts, à travers les rues, à travers les places, et qui devra se concrétiser par une possibilité de faire le tour de la cathédrale comme on fait le tour d'une sculpture. Actuellement, ce n'est pas possible, ça n'a jamais été possible, et c'est une des perspectives, évidemment, à travers laquelle cette transformation va prendre forme. Mais je voudrais en venir maintenant à ce que j'ai appelé les ruptures d'aspectualisation spatiale concernant le parvis de Notre-Dame. Vous avez ici 4 images que j'ai empruntées, ou faites moi-même. Les 2 premières représentent le Notre-Dame du Moyen-Âge, au fond issu du XIIIe siècle, jusque vers le milieu du XIXe siècle. Et la dernière image, c'est le parvis d'aujourd'hui. Et on voit que l'on passe de la perspective verticale et ascensionnelle, associant
l'élévation avec la proximité, à une perspective horizontale, en profondeur, qui est de type panoramique et repose sur l'éloignement avec un point focal au centre. Ces images expriment la relativité culturelle de la perspective. La version médiévale est une perspective sans recul, centrée sur l'effet de surprise, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet waouh, lorsque le regard est d'abord attiré par le détail et il est tiré vers le haut. Et en effet, la première chose que l'on voit lorsqu'on arrive au Moyen-Âge sur les portails de la cathédrale, c'est sur les sculptures des portails, c'est sur les récits eux-mêmes. Donc je dirais que la dominante ici, c'est celle d'une axiologie mystique. Là était le lisible, là était le récit, là était le salut. La version moderne, à partir du XIXe siècle, offre une vision progressive, non événementielle et documentaire. C'est l'effet de zoom. On commence par le lointain, on s'approche progressivement. Ce qui renvoie, je dirais, à l'axiologie touristique du paysage, qui fait aller du général au particulier, de l'ensemble au détail, et qui contredit totalement la conception antérieure de la perspective qui est entièrement événementielle. Je ferai une parenthèse très rapide, une étude importante réalisée en 2016. Vous voyez, il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, il y a beaucoup d'études sur Notre-Dame, le site de Notre-Dame. François Hollande, président de la République française, voulait associer son mandat de la présidence à la création d'un haut lieu, comme Mitterrand l'avait fait pour la cour du Louvre. Et donc, il a fait faire une étude par un architecte de grand renom, Dominique Perrault, avec un conseiller d'État, Philippe Bellaval, sur l'île de la Cité, intitulée Mission Île de la Cité, le cœur du cœur. Et parmi les trentaines de propositions, la trentaine de propositions que les auteurs font, la proposition numéro 8 dit ceci: dévoiler la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame par la création d'un sol de verre. Car justement, il y a sous le parvis de Notre-Dame, lorsqu'on a fait le parking, il y a eu la découverte d'un site archéologique formidable, et il est visitable aujourd'hui, bien sûr, et la proposition des deux architectes était de faire un sol de verre, illustrant l'idéologie contemporaine de la transparence, mais en même temps posant le problème logique et culturelle de la perspective. Comment faire cohabiter une perspective ascensionnelle qui est la perspective d'origine avec une perspective plongeante qui serait celle liée à la transparence. Autre aspect essentiel sur ce parvis, c'est ce que j'ai appelé l'exaltation de l'incoatif. On a le lieu de toutes les origines: origine symbolique, origine spatiale, origine temporelle, historique et politique. L'origine symbolique, c'est que est très célèbre la grande rosace de la façade de Notre-Dame, et devant cette rosace, il y a la statue de la Vierge à l'Enfant, une grande sculpture de la Vierge à l'Enfant. Or, on s'aperçoit que d'un seul point du parvis, très précisément situé à quelques dizaines de mètres devant l'entrée du portail central, le visage de la Vierge et de l'Enfant, les deux visages, s'inscrivent au centre de la rosace. S'inscrivant au centre de la rosace, il lui donne une signification évidemment de rayonnement qui en fait le foyer identitaire de la façade du monument lui-même. Et on rejoint ici évidemment la théorie des points de non-généricité qu'a admirablement développé Jean Petitot et dont on sait qu'il en fait un des critères décisifs de l'élaboration esthétique. Et on touche ainsi à l'essence du lieu et de son nom, Notre-Dame. Origine spatiale, on a le point zéro kilométrique des 14 routes nationales de France qui rayonnent à partir de Paris. Cet imaginaire-là est d'une autre nature, imaginaire de l'origine spatiale, qui exprime la géométrie de l'hexagone, la géométrie un peu jacobine, pourrait-on dire, qui cartographie le pays à partir du centre, au départ du centre de Paris. Origine temporelle historique, sous le parvis, la crypte archéologique que j'évoquais tout à l'heure, avec les premières pierres fondatrices de Lutèce, futur Paris, et origine temporelle politique, puisque sur la droite, lorsqu'on est face à la façade de Notre-Dame, sur la droite, il y a une énorme sculpture de Charlemagne, une statue équestre de Charlemagne avec ses neveux Roland et Olivier, qui a été érigée à la fin du 19e siècle, en 1878, c'est-à-dire 8 ans après la défaite de Sedan,
et l'annexion de l'Alsace et la Lorraine par les Allemands. Et il se trouve qu'il y a toute une histoire derrière cela, notamment qui est le débat des philologues sur l'identité française ou germanique de la chanson de Roland. Et c'est bien ce monument-là, il rappelle, il revendique en quelque sorte cette identité. D'où ce syncrétisme aspectuel de l'origine sur le parvis. Je vais passer très vite sur la perspective sensible pour dire un mot, puisque l'heure arrive, pour dire un mot de la dimension narrative. Mais enfin, toute la réflexion sur les matières, les matériaux, la symbolique qui les caractérise et qui est d'une richesse, qui fait la transformation narrative du symbolique, repose notamment sur l'eau, la terre, l'air, le feu, et particulièrement sur le vivant, le végétal et l'animal. Et je crois que la perspective et la visée, c'est de reconstituer à travers tous ces jardins, un jardin, à la fois le double mythe du jardin d'Éden, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le modèle du jardin médiéval, comme locus amoenus, lieu amène de la culture courtoise. Mais l'idée que je veux ici simplement indiquer, c'est qu'il s'agit de faire de l'aspectualité, telle qu'on en voit les différents aspects, et c'est pas fini, mais faire de l'aspectualité véritablement ce concept central que met en évidence la sémiotique, qui est un concept passerelle entre les différents domaines, et en faire un matériau pour la resensibilisation du sens du lieu. C'est une des recommandations principales que mon étude formulera à l'intention des concepteurs qui participeront au concours. Alors, deuxième focus, et je terminerai pratiquement là-dessus, ce que j'ai appelé l'île du jugement. C'est la dimension narrative de l'île. Si on prend Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu, le Palais de justice, le Tribunal du commerce, l'école de la magistrature, la préfecture de police avec ses 4 implantations, on s'aperçoit que tous ces lieux qui sont au centre de l'île de la cité, qui occupent, même en termes de pourcentage de surface, de façon dominante, l'île de la cité, ce sont tous des lieux d'exercice du jugement. Comme s'ils prolongeaient tous le portail central de la cathédrale, qui est celui du jugement dernier. Et ça va plus loin encore. Le mémorial de la déportation qui est construit à la pointe est de l'île, sur le point du partage des eaux, et la plaque aux victimes de la Saint-Barthélemy qui a été inaugurée en 2016 par Anne Hidalgo à la pointe ouest. Le massacre de la Saint-Barthélemy, je le rappelle, c'est le massacre des protestants par les catholiques, déclencheurs des guerres de religion en France. Ouais, partout, on a la séquence de la sanction, qui s'exprime à travers la confession et la pénitence, qui s'exprime à travers le diagnostic, à travers le verdict, à travers la condamnation et la damnation. Ce qui donne une couleur narrative à cette île de la cité qui est tout à fait étonnante, parce que nulle part, à ma connaissance ailleurs, on a une telle concentration de la séquence de la sanction et une concentration exclusive de la sanction. Je veux dire que si on l'éclaire par le schéma narratif, on s'aperçoit que si on prend les 3 grandes séquences, contrat ou manipulation, action, sanction, eh bien, on s'aperçoit que de l'action, il n'y en a pas. De l'action, il n'y en a pas. Et curieusement, ça éclaire l'absence de la ville en tant que municipalité sur cette île de la cité. La ville n'a pas de place. Il n'y a que les appareils d'État qui ont une place. Ou l'appareil qui transcende l'appareil d'État, l'Église. Parenthèse, l'Église fait un lien très fort entre l'Hôtel-Dieu et la cathédrale autour de la vertu théologale de la charité. Et un lien faible avec les fonctions régaliennes de l'État qui sont illustrées par la préfecture et le palais de justice. Mais la fonction narrative de la ville, c'est l'action, c'est la production, c'est les échanges entre pairs. C'est ce qui se passe dans les 2 quartiers les plus actifs de Paris qui se trouvent exactement au nord et au sud de l'île de la Cité. Le quartier Rivoli-Le Marais au nord, le quartier Saint-Michel, Saint-Germain, quartier latin au sud, qui sont des quartiers extrêmement animés. Et entre les deux, il y a cet espace mort, sans habitants, sans commerce, sans production, qui est l'espace de la sanction. D'où un projet, si vous voulez, qui va être comment relier, réactiver la place
de la ville sur cette île, comment redonner du sens à ce lieu en associant davantage la cathédrale et la ville, à travers un lien renforcé entre la place de l'église, le parvis, et la place de la mairie, celle qui se trouve juste à côté du pont de l'Arcole, la place de l'hôtel de ville. Voilà. Denis, scusa, ti dovrei invitare alle conclusioni, il tempo è quasi finito. Je vais à la conclusion tout de suite. Je pourrais vous communiquer, évidemment, pour les personnes que ça intéresse, le PowerPoint. Hein, toute cette histoire se traduit par des préconisations. Donc, il y a 13, pour l'instant, j'ai fait 13 préconisations qui sont développées par ailleurs. Mais surtout, je voudrais conclure en disant ceci. Comment cet exposé rejoint-il les problématiques suggérées par le texte d'orientation du Congrès, à savoir l'interaction entre espace urbain et médiatisation via notamment les médias numériques géolocalisés? L'analyse que je viens de vous présenter se situe-t-elle en marge de cette thématique ou se situe-t-elle en amont de cette thématique? La médiation numérique du site de Notre-Dame existe déjà actuellement. Il y a une exposition dans la crypte archéologique qui porte sur l'histoire de la cathédrale au XIXe siècle, à travers le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831, et la restauration de Viollet-le-Duc, qui a commencé en 1843, quand Victor Hugo était à Guernesey en exil. On y voit un écran, deux écrans vidéo numériques en 3D, qui visualisent le chantier de la construction de la cathédrale au fil des années, 13e, 14e siècle, en permettant des points de vue et des focalisations que les constructeurs eux-mêmes n'auront jamais vus. Or, cette médiatisation des changements de sens du lieu ne peut faire l'économie d'une analyse de ses significations, analyse capable de jeter des passerelles interdisciplinaires entre architecture, littérature, sociologie, religion, urbanisme. C'est le propre, à mon avis, de l'analyse sémiotique. Les résultats de cette analyse pourront nourrir, motiver, justifier les changements de sens que, parmi d'autres, le support numérique pourra susciter par ses moyens, hypertexte, etc. Sans cette analyse, les nouvelles médiatisations pourront apporter de la nouveauté au sens du lieu, mais au risque de la stéréotypie. D'où l'idée que l'analyse sémiotique, telle que je viens d'essayer de l'esquisser en quelques minutes, au fond, se situe en amont de cette nourriture numérique de la signification du lieu et particulièrement du haut lieu. Je vous remercie. Grazie, grazie Denis. Sì, vedo che c'è già un intervento di Manar Ahmad. Ho trovato la relazione di